pas de mal à votre planète. Salut les terriennes, salut les terriens. Bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir. 4 terriens de choix avec nous ce soir. Camille Chamou. Camille Chamou alias Messi, tu sais, la fille du film Gazelle. Bonsoir. Bonsoir. C'est vrai que même vous, depuis la sortie du film Les Gazelles, vous vous rappelez mieux de votre nom? Bah oui, évidemment Thierry, bien sûr. Julien Drey. Julien, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais vous poser tout de suite la question qui pourrait vous coûter votre retour en politique. Quelle heure est-il? Aymeric Caron. Aymeric Caron, mesdames, messieurs, celui qui prouve tous les samedis soirs que manger des légumes fait de beaux cheveux, mais rend un peu agressif quand même. Moi qui croyais que les carottes rendaient aimables. Oui, 90% du temps, je suis aimable. Et Matt Bastard. Ça va? Alors Matt Bastard, bonsoir, vous êtes le chanteur du groupe dont tout le monde parle en ce moment, Skip the Use. Alors il paraît, Matt, que vous ne buvez pas, vous ne fumez pas, vous ne vous droguez pas, mais pourquoi avoir voulu faire chanteur de rock alors? Bah, il me reste la coque. Ah oui. En P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre terrien du samedi 20h. Ce soir, Riyad Boulanoir, fils d'un immigré algérien, inventeur génial, qui vient de créer le compte bancaire sans banque. Voilà, nous sommes ensemble sur Terre jusqu'à 20h25 avec les gréements de fortune. Aymeric Caron, bonsoir. Alors Aymeric, vous êtes le chroniqueur énervant de l'émission de Laurent Ruquier le samedi soir à 23h. Je voulais savoir si vous pouviez être aussi énervant le samedi soir à 19h. Essayons. Vous publiez chez Fayard un livre intitulé « Incorrect, pire que la gauche bobo, la droite bobard », où vous dénoncez les nouveaux réacs, Finkielkraut, Zemmour, Renaud Camus, Elisabeth Lévy, qui font monter, d'après vous, le Front National. Ce sera l'objet de notre débat en P2 avec justement Elisabeth Lévy. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. En attendant, parlons de On n'est pas couché. Alors Aymeric, vous êtes carrément en train de devenir l'ennemi public numéro 1. D'abord, il y a Polony. Alors vous vous coupez la parole, vous vous parlez mal, vous vous énervez mutuellement. C'est dommage d'arrêter au moment où vous étiez en train de devenir un vrai couple, finalement. C'est vrai. Ceci dit, le fait qu'on s'interpelle davantage que l'an dernier, c'est lié tout simplement au fait qu'on se connaît mieux. Ouais. Et pourquoi vous vous séparez, alors? Ah, ça, faut demander à Natacha. C'est Ah sa ouais. décision. Vous savez, là-dedans, je ne suis qu'une victime. Ah oui. Alors, ennemi public numéro 1 de Natacha Polony, mais aussi des invités. On se souvient de Tristan Bannon, d'Alessandra Sublet, de Véronique Genest, d'NKM, le Ramayad qui a dit « Je comprends pourquoi tout le monde vous déteste ». Ouais, c'est dommage qu'une politique n'ait que cet argument à opposer à une question. Oui. Alors, ennemi public numéro 1 aussi des anciens chroniqueurs, à commencer par Éric Nolot, qui vous a traité de garçon coiffeur et qui a dit dans Caron, il y a 2 lettres de trop. Mais il n'a pas dit lesquelles. Et Ouais. j'ai eu du mal à comprendre. Peut-être qu'il reste Haro. Lesquelles. Ouais. Voilà. Mais c'est le mec de Déchiffrer des lettres qui lui fait ses vannes, peut-être, non? C'est vrai, c'est un mec pas très inspiré, en tout cas. Alors, quand on lui parle du remplacement de Natacha Polony, voilà ce que déclare Éric Nolot. S'il ne s'agit de remplacer que Natacha Polony, pour garder un niveau intellectuel homogène, il faut engager Nabila. Là, ce sera parfait, ça fera un très joli petit couple avec Aymeric Caron. Ouais. Si il s'agit de remplacer les deux, comme c'est dit parfois, je réitère la proposition que j'ai faite par ailleurs, d'associer Elisabeth Lévy et Tariq Ramadan. Je note que ce grand littéraire fait des fautes de français. On dit la proposition que j'ai faite, pas la proposition que j'ai faite. Ah, d'accord. Là. Il y a juste une chose, vous n'avez pas remarqué que depuis 1 an et demi, Nolot, on a parlé de lui pour 2 choses. Des entretiens avec Soral, Ouais. et ensuite 5 ou 6 ou 7 fois, à chaque fois qu'il m'insultait. Vous croyez qu'il fait du buzz pour exister? C'est vous qui le dites. Ouais. Alors, désormais aussi, ennemi public numéro 1 de la communauté juive, c'était samedi dernier, face à Alexandre Arcadi, qui faisait la promotion du film 24 jours, son film consacré à l'affaire Halimi. On regarde.
Ben, il n'y a rien. Il n'y a rien parce que ça a été coupé au montage, ce qui est très très rare dans une émission de Laurent Ruquier. Et Arcadie, il est très très énervé, on regarde. Vous êtes vraiment accroché sur cette histoire là, avec lui? Accroché, le mot est un petit peu faible. Je veux dire que j'ai été tellement estomaqué. Mais qu'est-ce qu'il a dit précisément? Parce que comme on l'a pas vu et pas entendu. On pouvait comprendre parce que des soldats israéliens tuaient des enfants palestiniens. Vous voyez, imaginons déjà cette phrase comme elle est terriblement provocatrice. Et puis ensuite, il a plongé son nez dans ses notes et il a cité des chiffres. Donc tout ça a été préparé. C'était pas quelque chose d'improvisé. La production est venue me voir à l'issue de l'enregistrement avec le réalisateur. Ils m'ont dit qu'ils allaient couper la séquence. Ils ont considéré avec justesse qu'il fallait pas lancer ce type d'anathème qui n'avait rien à faire dans ce débat. Voilà, alors Aymeric Caron, j'imagine que vous souhaitez répondre à ça. Le film parle de l'affaire Halimi. Ensuite, Arcadie a parlé de l'affaire Mera. On a donc eu une discussion sur cette affaire Mera, qui a ensuite dérivé sur le conflit israélo-palestinien. Natacha a parlé du conflit, des conséquences que ce conflit pouvait avoir sur la montée de certains phénomènes d'antisémitisme, de racisme en général. C'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'à un moment, peut-être, on s'éloignait du sujet de départ. Julien? Je pense qu'il faut faire très attention dans la confusion des choses. Le conflit israélo-palestinien, c'est un conflit avec deux peuples, avec la nécessité pour les deux peuples, un jour ou l'autre, d'arriver à faire la paix. La montée de l'antisémitisme en France, elle existe, elle est réelle. C'est pas, je dirais, on n'est pas dans les années 30, donc d'accord, ok, mais elle est réelle. Donc je crois qu'il ne faut pas mélanger les choses, il faut faire très attention. Et je trouve que c'est pas bien quand on commence à discuter de l'affaire Halimi, tout de suite, on a l'impression qu'on a besoin de justifier ou d'expliquer par le conflit israélo-palestinien. Je tiens à être extrêmement clair là-dessus. Contrairement à ce qu'Arcadie a pu entendre, a pu vouloir comprendre, à aucun moment dans cette séquence, je ne justifie l'injustifiable, l'innommable, à savoir le meurtre d'un juif, la torture, le meurtre d'Ilan Halimi, qui est inexcusable. Je n'ai fait que souligner quelque chose que je regrettais, que je dénonçais, à savoir que le conflit israélo-palestinien, la mort d'enfants palestiniens était utilisée, récupérée par certaines personnes pour aller justifier l'injustifiable. C'est exactement ça que j'ai dit. J'étais quand même, moi, je tiens quand même à le dire, très meurtri parce que j'ai pu entendre à mon sujet depuis quelques jours. Être accusé, moi, d'antisémitisme, moi qui me bats depuis des années, que ce soit dans mon métier ou dans ma vie personnelle, contre ça. Mon dernier livre, dont on m'a parlé tout à l'heure, c'est justement un cri contre la montée du racisme, que ce soit l'antisémitisme, l'islamophobie. Me retrouver, moi, désigné, pointé du doigt pour ce que je ne cesse de dénoncer, je le vis très mal. Très bien. Le film est en salle depuis mercredi, s'appelle 24 jours, d'Alexandre Arcadie, avec une Zabou Bretman et un Pascal Elbé absolument formidable. Alors, dites-moi, c'est l'absence de viande dans l'alimentation qui vous donne envie de bouffer les invités de Ruquier comme ça, non? Non, c'est plutôt une vision du journalisme que j'explique d'ailleurs dans le livre. Je pense que quand un invité politique ne donne pas de réponse, il faut lui reposer la question 2, 3 ou 4 fois. Paxman, notre maître à tous, qui a posé 25 fois la même question à un homme politique anglais, évidemment. Alors, vous êtes le seul végétarien qui bouffe du lion. On peut voir ça comme ça. Ouais. Enfin, résultat, vous êtes toujours célibataire. Mais non. Alors, Ruquier a fait une allusion l'autre soir, quelqu'un que vous auriez rencontré au ministère de l'Intérieur. C'est vrai. Vous branchez des flics ou des fliquettes? Pas compliqué. Vous allez au ministère de l'Intérieur, vous vous baladez dans les bureaux, vous trouvez la plus jolie nana, c'est elle. Ah, très bien. Non, parce que quand on est végétarien, c'est vrai qu'on est gêné par la fellation des fois. Alors, Matt Bastard, bonsoir. Vous êtes le chanteur de Skip the Use. Magnifique. Incroyable. Alors, votre vrai nom, c'est Mathieu Emmanuel Menard. Vous êtes né le 7 novembre 1979 à Bruxelles, de parents rwandais. J'ai pas connu mes parents, j'ai pas pu connaître mes parents. Moi, j'ai été adopté très jeune. Oui, vous grandissiez dans un orphelinat avant d'être adopté par une famille de Ronchin, près de Lille.
Et dans votre dernier album, il y a un morceau qui s'appelle The Taste, qui parle de ça, qui parle de l'adoption. Je voulais faire une chanson sur le rapport à l'amour des enfants en orphelinat. Ouais. Parce que bon, on me dit tout le temps, un jour, il y a un papa et une maman qui vont venir te chercher, ou deux papas ou deux mamans. Et puis là, en gros, tu quittes le seul amour que tu as connu pour aller vers quelque chose que tu connais pas. Et pendant toute ta vie, on te dira, mais c'est génial. Mais toi, tu sais pas pourquoi c'est génial. Malgré tout, à 13 ans, vous taguez les murs de votre chambre, vous traînez dans des écoles privées avec des fringues de skaters et des jeans troués, et vous jouez dans des bistrots avec des groupes de punk hardcore, à commencer par le vôtre, d'ailleurs, Carving. Rebelle. Ouais, bah, j'ai une grande sœur qui a 10 ans de plus que moi, qui écoutait du punk. J'ai pas eu le choix. Non, mais je regrette pas. À la base, je faisais du skate et du surf. Je viens de là. Puis je voulais être surfeur professionnel. Je me suis dit, j'habite Lille, c'est compliqué. Et je me suis dit, mais à chaque fois qu'il y a une compète de surf, il y a un concert. Donc si je fais un groupe, il y a moyen que je sois dans les compètes quand même sans faire du surf. Et 15 ans après, vous fondez Skip the Use, disque d'or, victoire de la musique, avec ça. Cette chanson est le générique de fin des Gazelles. Ah, voilà, bravo. C'est vous qui l'avez choisi. Mais bien sûr, Mona Achache et moi, quand on a écrit la scène de fin, c'était la seule chanson qui était écrite dans le scénario, Ghost de Skip the Use. Alors Matt, votre nouvel album s'appelle Little Armageddon et on écoute le tube de l'album, Nameless World. On regarde à quoi ça ressemble. Voilà, c'est Little Armageddon, le nouvel album de Skip the Use. Alors, si les mecs de Ronchin se mettent à faire de la musique comme ça promet quand même, c'est vachement bien. Attends, mais Ronchin à Lille, ça déchire. C'est vraiment bien. Hein. Bah merci, c'est gentil. Alors, Matt, vous êtes toujours punk dans l'âme, mais comme on l'a dit, vous buvez pas, vous fumez pas, vous défoncez pas. Alors le pire de tout, en fait, c'est que pour un punk, vous aimez danser sur Kiss de Prince et puis sur ça. Ah ouais, non mais... Ça vous tue, ça? Non, mais si... Attendez, vos tatouages, c'est du stylo bille ou quoi, là? Thierry. Ouais. Il était 4h du matin. D'accord. On avait un copain qui avait loué, les bus là où tu peux faire discothèque dans Paris. Ouais. Ils ont mis ça et on a fait une queue leu, on a fait des slams dans le bus, on a pris des gens dans la rue. C'était génial, j'adore cette chanson. Sans alcool et sans drogue? Non, ça c'était moi. D'accord. Émeric Caron, avant de passer à nos autres invités, je voudrais vous faire une interview tir au pigeon, mais un tir au pigeon cool. Alors, Émeric Caron, qu'est-ce que vous appréciez le plus chez Jean-François Copé? Son orgue bon tant pis. Qu'est-ce que vous appréciez chez Pierre Gattaz? Le fait qu'il me fasse apprécier Laurence Parisot, finalement. Qu'est-ce que vous appréciez chez Nicolas Sarkozy? Son absence. Ouais. Il est bon. Qu'est-ce que vous appréciez chez Frédéric Becbédé? Lui, le magazine. Ah. Qu'est-ce que vous appréciez chez Manuel Valls? J'apprécie le fait qu'il y ait 12 000 régularisations de sans-papiers en plus en 2013. Ça vous plaît, ça? Ouais. Qu'est-ce que vous appréciez chez Enora Malagré? Ses interviews en anglais. Oui. Et dernière question, qu'est-ce que vous appréciez chez vous? Mes amis. Vous avez beaucoup d'amis? Plus que certains ne le pensent. Ah. Alors,
Tony Soprano, bonsoir. Regardez, c'est incroyable, incroyable. Vous êtes le sosie de Gandolfini. C'est saisissant. Ah, c'est vrai. Ça vous plaît? C'est pas un personnage antipathique. Ah, J'ai pas aimé du la tout. série. Il est très Je regrette touchant. qu'il ait disparu. C'est un personnage plutôt attendrissant, Ouais. derrière son côté dur. Vous vous rasez la tête maintenant, non? Plus exactement, c'est la nature qui me rase la tête. Ouais. Je crois que c'était un vœu que vous aviez fait pour le jour où Valérie Trierweiler serait virée de l'Élysée. Il y a un truc qui s'appelle No Command, c'est ça, non? Elle vous aimait pas beaucoup, non, mais c'est vrai, on peut le dire. On va pas revenir sur des choses-là, ça c'est des affaires privées. Vous pensez donc que ce qui se passe à l'Élysée, c'est du domaine privé? Mais j'aimerais que ce qui se passe à l'Élysée dans le domaine privé reste privé. Après, l'Élysée, Ouais. c'est autre chose, c'est un lieu En fait, public. elle n'aimait pas l'influence que vous aviez sur son, Mais il y a sur pas son d'influence. Jules en période de régime. Mais si. Il n'y a pas d'influence. Je pense qu'il faut passer à autre chose. En fait, aujourd'hui, vous pouvez retourner à l'Élysée quand même. J'ai pas de raison particulière de retourner à Non, l'Élysée. parce qu'à une époque, vous étiez obligé d'attendre les journées du patrimoine. Mais j'en fais partie un peu, donc ça va. Non, faut dire, puis après on arrête, mais c'est vrai quand même que Oui, c'est parce que vous. c'est long, hein. Ben, c'est long, mais c'est quand même intéressant. C'est vous qui avez présenté Julie Gaillet à Hollande, non? Non, ça j'ai lu ça, mais je Ah ouais. ne connais pas cette histoire-là. Non. Non. C'est pas vous. Très bien. Non, parce qu'à un moment, vous êtes dit, si je veux voir Hollande, il faut que je devienne actrice, quoi. Bon. Ça y est, c'est bon, hein. Non, je vais vous dire, non mais c'est vrai, tous les hommes politiques ont leurs faiblesses. Hollande, c'est les femmes. Mitterrand, c'était les femmes aussi. DSK, c'était les femmes. Vous, c'est les montres. Et juste- La question qui est posée, c'est est-ce que ça occasionne les mêmes problèmes? Oui. En fait, vous avez déclaré, à 60 ans, si on n'a pas 12 Rolex, 11 Breitling, 7 Tag Heuer et 5 Patek, on a raté sa vie, quoi. C'est encore plus fort que ces gars-là, non? C'est à peu près évident que je ne pouvais pas dire ça. Ah bon? Parce que, sans vouloir faire de fausses publicités, dans les marques du site, il y en a au moins 2 qui ne sont pas les miennes. Alors, Aquilino Morel, lui, c'est les chaussures. Alors, lui, c'est chaussures sur mesure. C'est marrant, le socialisme. Il y a cette polémique stupide sur les passions des gens. Et à partir du moment où ils ont des passions qui sont pécuniairement coûteuses, on leur dit vous ne pouvez pas être de gauche. Ce procès permanent d'une forme de gauche qui serait la robe de bure, le fait qu'il n'y ait aucun plaisir, aucune joie. Ce que je ne veux pas, c'est, si tu veux, s'établit cette idée qu'un homme de gauche, c'est forcément un homme pauvre et qui doit être pauvre. Et que s'il n'est pas pauvre, il ne peut pas être de gauche. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ouais. Alors, Julien, vous êtes ici ce soir pour un livre intitulé La faute politique de Jean-Luc Mélenchon, publié au Cherche Midi. Attaquer Mélenchon, ça va faire plaisir à François Hollande, au moins. Bon, je n'ai pas vocation à faire plaisir aux uns aux autres, plus à mon âge, en tous les cas. Maintenant, je me dis, il y a une bonne utilisation de Jean-Luc Mélenchon. C'est de réveiller la gauche et de la forcer à être fidèle à une certaine identité. Il y en a une mauvaise, et c'est celle-là que j'énonce, c'est quand il la divise profondément en essayant d'introduire à l'intérieur de la gauche une guerre qui peut être mortelle pour toute la gauche. Vous dites, il a détruit un bien sacré, l'unité de la gauche. Oui. Et je pense que la question de l'union, de l'unité, de la gauche, c'est une question permanente. Et quand on a la responsabilité avec la culture, le savoir qu'a Jean-Luc aujourd'hui, cette question-là ne peut pas être éludée. Vous dites, là où il va, il n'y a rien. C'est-à-dire que là où il va, il n'est plus question de s'occuper d'améliorer le sort des gens d'une façon quotidienne. Il est dans l'imprécation. Oui, parce que c'est ce qu'on a appris ensemble. On a commencé ensemble à croire qu'il y aurait un grand soir. Ou voilà. Et puis on s'est rendu compte que les choses étaient devenues plus compliquées dans le monde dans lequel on était et qu'il fallait en passer par les élections, par la démocratie, par la majorité. Mais en même temps, quand on fait de la politique, c'est pour exercer le pouvoir. Donc, si on n'arrive pas à créer les conditions de cette victoire et de cet exercice du pouvoir, il n'y a rien, il y a le vide, il y a le témoignage. Le témoignage, à un moment donné, ça a des limites. Il y a un meilleur rôle pour Jean-Luc Mélenchon que celui de l'imprécation et de la sommation, et donc de l'excès en phrases, en formules assassines. Parce qu'à un moment donné, ces blessures-là, elles deviennent irréversibles, parce qu'elles empêchent même le débat. Et donc, la question qui est posée, c'est comment on arrive à travailler ensemble, et pour travailler ou retravailler ensemble, il faut éviter les anathèmes et les phrases trop assassines. Voilà, donc je conseille la lecture de votre livre, qui est publié au Cherche Midi, La faute de Jean-Luc Mélenchon. Camille Chamou, bonsoir. Bonsoir. Alors, Chamou, c'était pas gagné, hein, devenir humoriste, actrice avec Avec ce nom de merde. Chamou, hein. C'est un Chavroux un peu, non? Ben voilà. Marquez, vous auriez pu vous appeler Chollet, c'était encore pire. Hein. C'est ça. Camille Chollet. J'aime votre nom de chanteuse, en fait. Ah.
Cynthia Prion. Ah ouais, vous avez dégoûté une pépite. Ah ouais. Donc vous allez sur YouTube, vous regardez Cynthia Prion. C'est fou que vous ayez retrouvé ce truc. L'amour éolienne. Alors Camille, à 36 ans, vous êtes la révélation du film Les Gazelles et du spectacle Camille Chamou, née sous Giscard, qui continue à faire un carton. Pourquoi avoir attendu 36 ans pour avoir du succès? Il fallait que je me prépare, en fait. Oui, bah là, vraiment, vous êtes prêts. Petit à petit, petite Vous marche êtes après monté petite petit marche. à petit, c'est vrai, absolument. Alors, malgré des critiques extrêmement élogieuses, les Gazelles n'ont pas eu le succès escompté. Ah bah vous êtes sympa, ça veut dire que vous escomptiez un gros succès pour les Gazelles. Ah oui, je pensais que ça ferait 700 000 800 000, moi. Ah, ça me fait hyper plaisir. Bah oui, Mais vraiment. bon, pour le moment, on en est à 300. C'est pas mal. Alors, on parle d'un César dans la catégorie film de filles de 30 ans qui plaque tout pour aller boire des coups. J'ai toutes mes chances, les gars. Là, j'ai toutes mes chances. C'est un nouveau style de film. C'est un nouveau style. Bah, c'est juste qu'au cinéma, et peut-être pour l'ensemble des gens, c'est peut-être pas fréquent de voir des figures de femmes qui sont des sujets qui désirent, Ouais. et non pas des objets de désir. C'est ce qui est Donc, nouveau. C'est ça. Alors, pendant 2 ans, vous avez travaillé avec Michel Drucker sur Europe 1. Oui. Alors, il vous confondait avec André Lamy, dis donc. Par ça se passait bien, mais À part ça, ça se c'était passait très très bien. bizarre, oui. Non, j'aime beaucoup Michel. Bah, tout le monde Vraiment. aime beaucoup Michel, Ouais. et Michel Et aime il beaucoup tout le monde. Tout le Ben, monde. y a pas de donc, problème avec Michel. Pas de problème. Et là, donc, en travaillant avec Michel Drucker, vous avez eu l'impression de vivre sous Giscard, finalement. C'est ça m'a rapproché du sujet du spectacle. voilà. Et vous avez c'est eu quand même votre- quelqu'un qui boit du pchit orange, hein, donc. Et donc, vous avez eu l'idée de votre spectacle, Né sous Giscard. Alors, vous auriez pu l'appeler Né sous Drucker aussi, parce que tout le monde est né sous Drucker. C'est hein, vrai. C'est ce qui nous rapproche tous, en fait. C'est notre point Personne commun. ne peut échapper à ça. On regarde à quoi ça ressemble. Ah bah je n'ai hérité ni du panache de De Gaulle, ni de la verve de Mitterrand, ni du confort de Pompidou. Non, moi je suis née sous le règne moyen d'un aristo fin de race. D'ailleurs, dans les chiottes chez mes parents, il y avait carrément un autocollant Giscard président. C'est très difficile d'être un génie dans une époque médiocre. Alors Hemingway, bon bah c'est pas compliqué, le gars était censé être écrivain. Mais si on en croit les guides du routard du monde entier, hein. Bah le gars a passé sa vie à inventer des cocktails en fait. Teint, poudre, blush, eyeliner, mascara, ombre à paupières, gloss. Ah cool, j'ai l'air d'une pute. Y'a un X à la fin de mon nom. C'est la croix de ma génération. Vous pouvez chanter, hein, pas facile d'écrire son destin. Dans un monde qui se fout du lendemain. L'avenir est venu trop vite. Mais c'est ma passion, les tabourets fictifs. Camille Chamou, Né sous Giscard. Donc, c'est au théâtre Petit Saint-Martin. Ça marche, hein? Ça marche très bien. Ouais. Ça marche très bien. Alors, la critique est dingue de vous. Ah. Mais alors, pourquoi aller voir votre spectacle plutôt que celui de Florence Foresti, Virginie Hogg, Julie Ferrier ou de n'importe quelle fille qui monte sur scène pour dire la fellation, parfois, c'est pas cool. Alors déjà, je ne dis absolument pas ça dans le spectacle, hein, Ouais. j'adore la fellation, contrairement aux gens qui n'aiment pas la viande. Bon. Pourquoi il faut aller voir votre spectacle? Bah, il faut aller voir mon spectacle. Mais alors attention, mon spectacle n'est pas techniquement un one-woman show. C'est-à-dire Ouais. qu'il n'y a pas... je ne recherche pas l'efficacité du rire ou la rentabilité, un rire toutes les 20 secondes, etc. Je déroule un fil qui parle de mon époque, de la nostalgie. Le but de mon spectacle, c'est de tordre le cou un peu à la nostalgie, qui, je trouve, contamine un peu notre Ouais. époque et me saoule. Ouais. Et donc, je fais un spectacle là-dessus. Après, le prisme global de mon regard, c'est souvent l'humour, mais c'est pas exclusif et c'est pas comme un horizon d'attente obligatoire, quoi. Un horizon d'attente. Alors, j'ai décidé de caser également le mot idoine et le mot côteleux. Donc, je vais essayer de... Très bien. Alors, maintenant que vous êtes actrice, vous ne serez pas étonné qu'on fasse une interview actrice. Ah, bien sûr. Alors maintenant que vous êtes actrice, est-ce que vous dites Luc en parlant de Luc Besson? Non. Par contre, je peux dire Didier en parlant de Joey Star. Voilà. Est-ce que vous êtes sous contrat avec L'Oréal? Non, mais alors les chaussures Scholl m'ont approché, donc j'ai bon espoir. Maintenant que vous êtes actrice, est-ce que vous avez le numéro de téléphone de Jean Dujardin? Bien sûr, tatoué sur mon cul. Bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Maintenant que vous êtes actrice, est-ce que vous savez pleurer sur commande?
Non, mais je sais rire à volo. Vous descendez à Cannes? Alors, je déteste les gens qui disent descendre à Cannes. Oui, je c'est sais. complètement 90, enfin. Oui. Non, je ne peux pas répondre à On n'y cette va question. pas. Est-ce que vous vous la pétez un peu maintenant quand même? Non, en fait, j'ai un cercle familial et personnel qui me permet de garder la tête froide. Vous couchez avec des producteurs? Non, mais ça, c'était pour devenir actrice. Ah J'ai plus du tout besoin de ça. Vous détestez les autres actrices maintenant que vous êtes actrice? Mais pas du tout. Mais par contre, je comprends pas pourquoi elle me déteste, elle. Ah, vous portez des lunettes de soleil la nuit maintenant? Non. Non, par contre, je veux prendre du Lexomil le jour maintenant. Ça me paraît... Maintenant que vous êtes actrice, est-ce que vous dites la drogue, c'est mal? Je sais pas si la drogue c'est mal, mais en tout cas maintenant c'est gratuit. Ça c'est la grosse différence, quoi. Vous avez eu recours à la chirurgie esthétique? Là c'est évident. J'ai fait une réduction mammaire, hein, tout le monde a compris. Vous dites, ce film c'est avant tout une rencontre. Alors ça c'est une phrase d'actrice de film porno en fait. Bravo. On passe maintenant à l'actualité de la Terre avec l'édito de Blacko. Et c'est Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction du magazine Causeur, que nous retrouverons sur ce plateau après le Magnéto. Ce soir, nous nous poserons la question, les néo-réacs ont-ils gagné la guerre des idées? Les nouveaux réactionnaires ont-ils gagné la bataille des idées? En tout cas, la presse de gauche s'inquiète. Le Nouvel Obs dresse la liste des néo-fachos, Libé s'alarme de la progression du FN, et Le Monde fait sa une sur le réveil des réactionnaires. Même les ministres socialistes reconnaissent que la gauche a perdu la bataille des idées. Nous avons été défaits idéologiquement. Il y a une droitisation de notre société. En France, les idées de droite progressent tellement qu'il a fallu inventer le mot droitisation qui est entré dans le Petit Robert en 2008. Mais là où ça devient vicelard, c'est qu'au lieu de crier victoire, les nouveaux réactionnaires continuent de se présenter comme des rebelles qui combattent la pensée dominante. Oui, je déteste mon époque. Pourtant, ils pensent qu'il y a trop d'étrangers en France, comme 70% des Français. Des immigrés qui essaient de rentrer dans tous les coins. Ils trouvent que la justice est trop laxiste, comme 75% des Français. On arrivera à ces extrémités-là de milices. Et comme 72% des Français, ils ont une image négative de l'islam. La boucherie est devenue halal. Bref, les rebelles sont simplement les porte-parole du troupeau. Ils accusent les médias de leur être hostiles. Et c'est évident que je suis minoritaire dans les médias, mais je m'en moque. Sauf que Zemmour, Lévy, Finkielkraut, Brunet sont présents tous les jours à la radio, à la télé et dans les journaux. Tout le monde commence à en avoir un ras-le-bol. Il paraît que 80% des journalistes sont de gauche. Peut-être, mais quand on voit que Libé est au bord de la faillite, ça donne plutôt envie d'adopter la ligne éditoriale de RMC. RMC, les grandes gueules. On n'est pas dans la première école, là. L'émission n'était pas commencée. Faut dire que les obsessions des nouveaux réactionnaires, comme l'islam, l'immigration, l'insécurité, c'est des sujets qui font flipper, et donc qui font vendre. La preuve, pour faire grimper l'audience du journal télévisé, rien de tel qu'un fait divers atroce. Déjà 2 morts et 4 blessés en quelques semaines. Il aura fallu plus d'1 heure pour éteindre les flammes. Quand un homme l'agresse sexuellement. Une victime, une enfant de 8 ans. Ces 10 dernières années, le nombre de meurtres commis en France a baissé de près de 40%. Et pendant ce temps-là, le nombre de sujets consacrés à des faits divers dans les journaux télévisés ont augmenté de 70%. Pas étonnant que le FN progresse, que l'UMP se droitise, pain au chocolat, et que Hollande ait nommé Valls à Matignon. Bah oui, le gars qui voulait que le PS abandonne le mot socialiste, celui à qui Sarkozy a proposé d'entrer à son gouvernement. Aujourd'hui, c'est la gauche qui doit s'aligner sur les idées de la droite. Sinon, le gouvernement risque de passer pour une bande de bisounours complètement coupés de la réalité. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Elisabeth Lévy, bonsoir. Vous êtes directrice de la rédaction du magazine Causeur. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors, Émeric Caron, vous publiez chez Fayard Incorrect, pire que la gauche bobo, la droite bobard. Dans ce livre, vous en prenez aux journalistes et aux politiques réactionnaires tels que Éric Zemmour, Alain Finkielkraut, Elisabeth Lévy, adoubés par des gens comme Jean-François Copé, Henri Guénaud, Dupont-Aignan. Vous accusez d'avoir normalisé les thèses du Front National, car ils dénoncent l'immigration, l'insécurité, l'assistanat et l'islam. Oui, absolument. Et ce que j'explique, et Blacko le résumait très bien dans le sujet qu'on vient de voir,
C'est qu'en fait, il y a des idées qui sont aujourd'hui acceptées par la grande majorité des Français concernant l'islam, l'insécurité, l'immigration en général, etc. Et que les personnes que vous venez de citer continuent à nous expliquer que c'est une parole minoritaire aujourd'hui, qu'ils ont vraiment du mal à se faire entendre par rapport à une bien-pensance, par rapport à un politiquement correct qui empêcherait le débat. Et ce que j'explique, c'est tout simplement que la bien-pensance, le politiquement correct, ont changé de camp. Et que ce sont eux les bien-pensants. Et que ceux qui, comme moi, aujourd'hui, continuent d'afficher des convictions foncièrement antiracistes, des convictions droits de l'homiste, comme on dit, eh ben nous passons aujourd'hui pour des ringards. Ouais, vous êtes un bisounours, en gros. Exactement. Ouais. On accuse des gens comme moi d'être déconnectés du réel. Et j'ai voulu justement, moi, me replonger dans le réel en allant chercher les vrais chiffres, en interrogeant les vrais spécialistes sur tous ces sujets qui sont brassés par le Front National et par, effectivement, Elisabeth Lévy. Je voudrais quand même m'arrêter un instant sur l'argument Massu, qui est omniprésence, ils se plaignent d'être bâillonnés. Alors, Aymeric Caron est un grand journaliste et un grand intellectuel, puisque Le Monde délivre le sacre comme tel. Mais Je vous il sait remercie pas... de le rappeler, c'est sympa. Oui, je suis sympa, mais moi je suis sympa, vous savez. Et il n'a pas pris la peine vraiment de lire mon livre, parce que dans mon livre, j'attaque et je conclus mon livre sur le fait que je déteste cette posture d'insoumis, que je n'emploie pas la catégorie de politiquement correct, parce qu'on est toujours le politiquement correct de quelqu'un d'autre. Et surtout, le problème, c'est le pluralisme. Tout votre propos, si vous voulez, vous nous dites que vous aimez l'autre, que vous aimez le mélange, que vous aimez toutes les cultures, toutes les religions. Apparemment, les seules idées avec lesquelles vous ne pouvez pas vivre, ce sont celles de ceux que vous qualifiez de néo-réactionnaires. Et en plus, vous les caricaturez d'une façon épouvantable. Ainsi, il est, pour mettre tout le monde dans le même sac, donc les 4 ou 5 que vous avez cités, seraient des défenseurs de la France blanche. Vous pouvez lire tout mon livre. Tout mon livre. Vous pouvez lire tout ce que j'ai écrit. J'ai écrit des centaines d'articles dans Causeur. Je ne défends jamais la France blanche. Vous dites, ils détestent l'islam. Premièrement, il n'y a aucune loi qui impose à qui que ce soit d'aimer l'islam. Je suis navrée, c'est un droit. La détestation des musulmans, ce serait autre chose. En ce qui me concerne, je dis toujours que certaines expressions de l'islam me semblent effectivement incompatibles avec les mœurs et le mode de vie français. Moi, je crois qu'il y a 2 types de modèles. Le modèle multiculturaliste, disons, pour aller vite, où chacun amène ce qu'il est et tout est à égalité. Et moi, pour ma part, je crois que l'égalité des individus ne suppose pas l'égalité dans notre pays de toutes les pratiques ou de toutes les cultures. J'estime avoir le droit d'avoir des préférences culturelles et en quelque sorte, je pense que les arrivants, disons, doivent plutôt s'adapter. Et j'ajoute pour terminer que je crois que beaucoup de nos compatriotes issus de l'immigration récente, d'accord, beaucoup de nos compatriotes musulmans sont venus en France pour ça, pour la liberté qui y règne, pour la liberté des mœurs. Allons-y, Aymeric, quelques mots. Non, d'abord, il faut quand même rassurer les spectateurs. Le livre ne parle pas de vous. Il y a 10 lignes, je crois, sur vous, une page. Il fait quand même 350 pages. Donc, il y a beaucoup d'autres thématiques. Donc, c'est un livre qui dit une chose très importante, c'est que toute une partie de la droite aujourd'hui, la droite extrême, et donc des éditorialistes également, surfent sur des mensonges ou sur des fantasmes. Et ce livre, en fait, essaie de remettre les pendules à l'heure sur justement une thématique comme l'immigration. Quand on parle de l'immigration et qu'on nous dit « Attention, la France est un pays beaucoup trop accueillant, c'est le pays qui accueille le plus d'immigrés en Europe. Attention, notre culture est en train de se transformer. » Moi, j'ai lu votre livre, c'est faux. Quand on prend les chiffres, il y a plus d'immigrés dans tous les autres pays d'Europe qu'en France. Ce n'est pas un livre idéologique. Je ne suis pas en train de proposer une vision politique de la France, pas du tout. Je dis juste, en revanche, si on veut savoir quoi faire des immigrés, comment les intégrer, quel est notre rapport à l'autre, essayons juste de fonder notre discours sur des faits, sur la vérité. Et c'est en cela que je dénonce la droite bobard. Bien, Julien. La gauche, dans les années 70-80, c'est incontestable, a exercé une hégémonie culturelle sur la société française. Quand on était à l'université, quand on était, je dirais, dans la vie réelle, la jeunesse était de gauche. Elle l'est moins aujourd'hui. Et même parfois, elle est à l'inverse. Il y a eu une évolution idéologique de la société française qui fait que des gens qui étaient à gauche, que j'ai connu plus jeune, sont aujourd'hui plus proches de la pensée néoconservatrice américaine, avec un déterminant qu'on retrouve, Elisabeth, dans tes propos. Parce que tu dis, je dénonce les pratiques intégristes de l'islam. Et moi, je dénonce toutes les pratiques intégristes de toutes les religions. Je ne focalise pas de manière irrationnelle que sur une religion. Irrationnelle ? Bon, c'est une évolution. Oui, la pensée à la mode, la pensée tendance aujourd'hui, c'est la pensée réac.
Et donc l'interpellation, moi je ne veux pas m'en plaindre, l'interpellation elle est à la gauche. C'est pourquoi nous avons perdu cette bataille culturelle et idéologique et comment nous allons la reprendre. Alors je pense effectivement que sur les faits, il faut être aujourd'hui beaucoup plus ferme. Camille, pensez quoi de ce débat? Est-ce que vous pensez finalement que les néo-réacs ont gagné la guerre des idées? Moi, j'ai un père madeliniste. Mes parents sont plutôt très libéraux. Et effectivement, ils se sont toujours présentés comme des outsiders. Alors que moi, j'ai toujours eu l'impression que l'ensemble de la société pensait quand même globalement comme eux, quoi. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a une chose intéressante dans le fait de considérer que la pensée unique, là, ce mot que j'ai entendu dans tous les repas de famille, la pensée unique, mais elle n'est pas unique, hein, elle n'est pas du tout unique, visiblement, en fait. Elisabeth? Je vous rends volontiers acte, cher Émeric Caron, vous êtes effectivement dans la société minoritaire. Si vous voulez le macaron politiquement incorrect, mais prenez-le. Moi, je dis toujours que ça ne m'intéresse pas. Je ne me pose pas comme une rebelle. Je veux dire, donc, ça m'est tout à fait égal. Je vous le décerne. Vous êtes un grand politiquement incorrect. Alors, quelle conclusion tirer du fait que vous êtes minoritaire? Vous allez... Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, pendant la campagne électorale algérienne, il y avait un type qui avait une pancarte ironique, c'était « Peuple, dégage ». Il faut quoi? Dissoudre le peuple? Nous rééduquer? Nous mettre en prison? Vous allez prendre les armes? Non, j'ai une réponse très simple. Il faut informer. Informer les gens. Informer vous le les faites tous citoyens. les samedis soirs, apparemment. Alors, et ce livre, ça n'a que ce but-là. Il n'y a aucun prosélytisme dans ce livre. C'est un but d'information en redonnant, une fois de plus, des chiffres, des données exactes, ce que vous oubliez de faire souvent. Je suis pour tous les débats sur l'immigration, sur des pensées différentes de la mienne, sauf que je veux, et c'est ce que j'explique dans ce livre, je veux que ces débats, une fois de plus, soient basés sur des vraies données, pas sur des fantasmes, pas sur des mensonges, pas sur des Éric Zemmour qui nous racontent n'importe quoi sur la théorie du genre qui n'existe pas, etc., etc., etc. C'est la seule chose que je demande. Très clair. Je voudrais avoir l'avis de Matt. Bah, non, mais... Non, moi, j'écoute attentivement tout ça. Je vais pas vous le cacher, Alain Lévy, je vous connaissais pas, mais moi, je suis pour le multiculturel. Je trouve, sinon, je n'existe pas. Donc, je vous remercie. existez dans une société qui pratiquait l'assimilation, vous existez parfaitement. Alors, je vais vous donner un petit cours de biologie. Moi, je suis né, mes parents sont morts. Je me suis fait adopter, j'avais 9 jours, je vais où? Quel est le rapport? Le rapport, c'est que si je ne peux pas arriver dans une société multiculturelle qui va m'apporter une différente culture, je viens d'un autre pays et qui m'apprend quelque chose, j'en sors grandi et peut-être avec de la chance, j'apporte quelque chose à cette société. Ce qui fait qu'on grandit ensemble et c'est formidable. Moi, c'est ça que je trouve intéressant. Mais ce que je voulais dire, c'est que tout ça, tout ce discours, ces prises de tête, finalement, ça ne règle pas nos problèmes et notre vie, elle continue avec nos difficultés au quotidien. Et je pense que les Français, en ce moment, ils ont besoin d'avoir des hommes politiques qui les regardent avec des yeux sincères et qui parlent de la vraie vie. Parce que là, les prises de tête comme ça, franchement... Et nous accueillons notre terrien du samedi 20h ce soir, Riyad Boulanoir. Bonsoir. Alors, Riyad Boulanoir, fils d'immigrés algériens, vous avez grandi en banlieue parisienne avec une passion, l'électronique, et un handicap, comme vous dites, votre tête d'arabe. Mais grâce à l'école de la République et l'exigence de votre père, vous êtes devenu un entrepreneur à succès. Vous avez développé le Pass Navigo, rien que ça, et le porte-monnaie électronique Monéo, rien que ça. Et vous venez de créer le premier compte bancaire sans banque pour les exclus du système. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. J'accueille maintenant Gaspard Proust pour « Elle est pas belle la vie ». Je vous demande de vous arrêter. Ouais, ça fait du bien. En plus, moi aussi, je me sens pas mal. Là. Non, c'est vrai. C'est aujourd'hui dans le métro, là, je me suis fait un petit plaisir. J'ai piqué un portefeuille à un rhum. Ah. Bon, qui y a aujourd'hui? Émeric Caron, Chamou, Drey, Skip the Youth. Quand je pense que si cette émission existait il y a 200 ans, à votre place, il y aurait eu Talleyrand, Rousseau, Berlioz et Goethe. On a échappé belle, hein. 1er mai, date importante, mort d'Ayrton Senna, Goebbels, Pierre Bergovois. C'est pas très drôle, mais on n'y perd pas au change, rassurez-vous, parce que c'est aussi un 1er mai qu'est née Françoise Laborde. Donc ça réveille, ainsi que Stéphane Simon, notre producteur adoré. Vraiment, mec super cool, même si je touche toujours le tiers du salaire de Guillon. Donc à peu près... Ouais. Non mais 50 000 € par émission, c'est scandaleux. Sinon, quoi d'autre? Alors ma feuille d'impôt, je pense que comme beaucoup de gens... Ah, la feuille d'impôt.
cette bar mitzvah du citoyen, ce premier baptême laïque, ce moment essentiel où l'homme passe d'enfant irresponsable à celui de citoyen entubé. Mais après tout, pourquoi pas faire un moment de joie de la déclaration d'impôt? Il faut positiver, il faut se dire que les impôts qui passent, c'est quoi? C'est juste un RIB qui fait une cure de détox avant l'été, hein? Mais attention, il faut se rappeler qu'au bout de votre déclaration, il y a un être qui souffre, ça s'appelle un fonctionnaire. Oui, c'est vrai. Et j'aimerais... Parce qu'on ne peut pas que trublionner, il faut aussi donner du sens. Parce qu'au fond, un fonctionnaire, c'est quoi? C'est comme un bourreau qui ferait des injections létales aux États-Unis. La tâche est tellement ingrate qu'on a été obligé de la répartir sur plusieurs personnes pour que chaque fonctionnaire puisse se dire « ce n'est peut-être pas moi qui suis responsable ». Il faut le dire, la fonction publique ne souffre pas de sureffectif parce que la tâche serait dure, mais parce qu'à l'exercer seule, ce serait beaucoup trop humiliant. Ah. Bien sûr. Économie, dans l'affaire Alstom, alors c'est General Electric qui a gagné finalement. Alors moi j'ai suivi l'affaire, j'ai suivi l'affaire parce que en tant que, et il y a des choses formidables, en tant que ministre de l'énergie, Ségolène a fait un travail formidable. Elle a mobilisé tous ses réseaux. Je veux dire, comme elle connaissait bien la caissière de son Biocoop, elle a proposé de monter un deal entre Alstom et le magasin. Mais pour ne pas être prise en défaut par la commission de la concurrence, la Biocoop s'engageait à vendre ses activités céréales en vrac et poêles à frire sans PCB à une filiale de Nature et Découverte. Forcément, dans le landerneau du bio-équitable, ça fait un foin, l'effet d'une bombe, quoi. C'est comme si une fermentation de kombucha tournait mal. Il paraît que même qu'Émeric Caron a fait un super papier là-dessus, dans le magazine Gluten et Joie de Vivre, dans lequel il y avait ce mois-ci un article super, hein, qui était, je crois que c'est le titre, c'était « Soigner ses hémorroïdes grâce au boulgour ». Vraiment. Ah, je conseille, c'est passionnant, la lecture. Alors bref, cette tribune, Émeric Caron, retentissement extraordinaire, c'est quand même tiré à plus de 100 exemplaires. Du coup, Naturalia ne pouvait pas rester les bras croisés. Elle a fait une contre-offre sur Alstom assez complexe, hein. 30% en cash, 20% en carte de fidélité et le reste en capsule de propolis. Bravo. Non mais, Ségolène voulait aller vite, tu vois, elle voulait clôturer le dossier avant la mi-mai à cause de l'arrivée des pics d'allergie aux graminées au cyprès. Donc, non mais pas con, hein, pas con. Hein. Mais non, mais elle a une attitude, non mais sérieusement, elle a une attitude très intelligente, Ségolène, elle a rien dit. Donc c'était, c'est parfait. Des gens aussi indispensables, je me prends à avoir peur pour elle, hein. Parce que j'ai vu dans quelle voiture elle roule. Vous avez vu cette voiture? Je pense que c'est la seule voiture au monde qui peut se faire écraser par un piéton. Mais la réalité, bien sûr, tout ça c'est du fanfaronnage, mais c'est Montebourg qui a piloté le truc. Montebourg, mais il est cinglé ce mec. Hein. Il est cinglé. Il voulait allier Alstom avec les Allemands, vendre des TGV aux Allemands. Il a vu la liste de Schindler? Non, mais je serais à la place d'Elsa Zilberstein, je serais gêné, hein, sans déconner. Puis il faut arrêter de dramatiser cette affaire. C'est pas grave de se faire racheter. ArcelorMittal, oui, il a été racheté par les Indiens, Peugeot a été racheté par les Chinois, Lafarge par les Suisses. L'inverse est vrai aussi. Air France a racheté Air Corsica. Bon. Tu vois? Faut être juste. Faut être juste. International, Ukraine. Alors pendant ce temps en Ukraine, tout le monde... Pourtant, ça flambe à petit feu. Hein. Ça, c'est la cuisine de Poutine, quoi. Lui, c'est plus le gigot de 7 heures que la Saint-Jacques flambée. C'est vraiment... On allume, on laisse, puis ça monte, ça monte, ça monte. Il paraît que la France a envoyé 5 bateaux en mer Noire pour impressionner. Ouais. On a envoyé la frégate Alizé, la frégate Duplex, le ravitailleur Var. Alors, c'est pas seul, hein. Il s'est encadré par Guinguette. C'est une péniche nucléaire qui dispose d'une arme redoutable, le clone de Régine, tu l'allumes... Et l'insubmersible, c'est un pédalo de 3e génération. C'est un engin diabolique, ça déstabilise l'ennemi de loin, parce que quand il flotte, même quand il flotte, t'as l'impression qu'il coule. Alors les gens s'approchent et bam. Il paraît que les mecs ont même des jumelles au cas où le radar tomberait en panne, quoi, tu vois. Algérie. Toujours Bouteflika, et j'ai fait Boutef, qu'est-ce que j'aime ce mec. Il a été élu, mais assez mal, hein. 85% de voix pour lui. On sent qu'il y a beaucoup de faux électeurs qui sont restés chez eux. Et moi, je l'ai vu prêter serment, c'était beau, quoi. Il lui reste tellement de choses à faire à Boutef, tellement, quoi. Ça se voit dans ses yeux, il n'a pas lâché hein, son projet d'être le premier à descendre l'Everest en faisant le poirier sur un skateboard. Hein. Il est mort.
Bon, bonne nouvelle. Alors, quand même, ne nous quittons pas en ces termes-là. Les retraités touchant moins de 1 200 € par mois seront épargnés. Alors, les vieux, prêts pour la Dolce Vita? C'était Gaspard Proust, que vous retrouverez ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur Canal+, décalé et canalplus.fr. On passe maintenant à notre terrien du samedi 20h. Riyad Boulanoir, rebonsoir. Rebonsoir Thierry. Vous êtes né le 3 novembre 1973 à Lyon. Au moment de votre naissance, votre père est déménageur et votre mère dactylo. Ils ont débarqué d'Algérie 3 mois avant. En fait, en Algérie, votre père était un journaliste politique très connu à la radio et à la télévision. Il a été blacklisté et poussé à la démission. Il décide en 1973 de fuir vers la France, où il débarque avec sa femme, enceinte de vous, plus 2 petites filles et la sœur de sa femme. Il a à l'époque 1500 francs en poche et un visa de manœuvre du bâtiment. Et donc, ils se sont débrouillés comme ils ont pu. Ils ont réussi à nous nourrir, à nous élever, à nous envoyer à l'école et à faire de moi un ingénieur. Alors après Lyon, ça sera la région parisienne, Charenton. Et puis on était mélangés avec toutes ces immigrations qu'il y avait, espagnoles, italiennes, portugaises, arméniennes, etc. Donc on était finalement tous dans le même lot. Alors, à l'époque, votre mère paie le loyer avec son salaire de dactylo. Votre père, lui, n'a pas de boulot parce que ça lui est interdit. Ouais, c'est période de vache maigre. Et il est obligé de faire les marchés. Il déprime un peu et il finit par attraper la tuberculose. Ça, c'est la grande leçon de la vie, quoi. Dès que vous avez le sentiment de déclassement, c'est quelque chose qui, psychologiquement, est extrêmement douloureux. Alors, votre mère et votre sœur, à ce moment-là, doivent le remplacer sur les marchés pour ne pas perdre l'emplacement, parce que c'est très important. Vous vous êtes scolarisé à l'école élémentaire Victor Hugo d'Alfortville. Alors là, quand vous arrivez, il n'y a que des Gaulois. Il y a un Noir, il y a un Arabe, moi, quelques Portugais, voilà. Alors, votre mère et votre père vous répètent tous les matins, sois discret. Dans ce pays, on est invité. C'est pas chez nous. C'est effectivement, c'est quelque chose qui va rester un peu comme un fardeau. C'est un fardeau aussi qu'on reproduit, quoi. On est toujours des Français sous condition, quoi. Sous condition d'intégration. Français, mais il faut s'intégrer, quoi. Ah bon, je pensais que j'étais français. Ah ben non, il faut que tu t'intègres. Alors, votre père est très exigeant sur le plan scolaire. Quand vous avez 16 ou 17, il vous dit « Pourquoi t'as pas 20 ?» quoi. Oui, alors ça, c'est toujours les excès des autodidactes. C'est-à-dire qu'à me voir passer les diplômes qu'il n'a jamais passés, forcément, et je ne pouvais pas me contenter d'un 16, quoi. Alors, quant à vous, depuis que vous savez lire, vous dévorez tous les modes d'emploi que vous trouvez et vous démontez tout ce que vous trouvez, c'est-à-dire les réveils, les radios, les télés. Vous êtes J'étais infernal, J'avais envie de comprendre comment ça marche, les premières images qu'on voyait dans les télés, sans personne derrière, les premières radios qui parlaient toutes seules et qui nous transmettent aujourd'hui. Imagine, à 10 ans, vous fabriquez un décodeur pour décrypter Canal+. Je m'en fous, il y a prescription. Et alors, vous allez avec votre mère, à ce moment-là, dans un magasin, on vend des pièces détachées dans le 10e arrondissement, et vous demandez une résistance de 4 kilos homme. Exactement. Et votre mère vous dit doucement, on est à pied. Exactement. Alors, effectivement, alors, ma maman m'a dit doucement, on est à pied. C'est moi qui porte. Alors, par contre, c'est tout petit comme ça. Vous avez 12 ans quand les médecins diagnostiquent un cancer chez votre père, une tumeur de 7 kilos dans l'estomac. Et là, pour fuir la détresse familiale, vous engouffrez encore plus dans la technologie, les manuels de technologie, et un jour, par erreur, vous arrivez à créditer une de vos cartes de 420 unités, alors que le maximum pour France Télécom, c'est 120 unités. Voilà. En tout cas, ça m'avait permis de téléphoner exactement. Gratos pendant longtemps. Oui, mais enfin, j'avais personne à appeler, donc c'était plutôt le challenge. Une fois qu'on l'a fait, ça marche. Vous êtes un sacré bricoleur. On va appeler. Alors, le 8 avril 1989, votre père meurt à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Et là, vous commencez une autre phase. Vous en voulez à votre mère, vous en voulez à la vie. C'est balèze, c'est balèze parce que je suis un garçon, je suis le dernier, sûrement un peu chouchouté
Une relation très, très, très fusionnelle avec mon père, qui m'a d'ailleurs toujours poussé finalement, hein, qui a animé, accompagné ma curiosité. Et à la mort du père, eh ben, je me suis senti tout simplement orphelin, quoi. Je me suis senti orphelin et je me suis retrouvé face à cette femme qui était ma maman, avec qui j'étais odieux d'ailleurs. Non, là, vous devenez effectivement odieux, cynique, désabusé. Ouais. Vous mettez à fréquenter les petits voyous du quartier, à provoquer des bagarres, à éclater des pare-brises, à participer à des vols, et vous commencez à vous défoncer. Ouais. Ce qui est extraordinaire, en fait, c'est qu'un jour, les mecs de la bande avec qui vous faites vos larcins et vous vous défoncez, vous disent « Toi, tu n'es pas encore niqué, ne reste pas avec nous parce que sinon tu finiras mal. » C'est extraordinaire. Et effectivement, ils disent on voit bien, il y a du talent, il y a des choses, reste pas là. Alors votre mère obtient que vous soyez inscrit in extremis dans un IUT. À l'issue de cet IUT, vous êtes major, donc vous pouvez choisir Supélec, mais l'école choisit d'envoyer le deuxième à Supélec et vous serez envoyé à l'INSA. Ouais. J'ai encore vécu ça comme une injustice, mais c'est pas la première. Et puis j'ai presque envie de dire qu'au bout d'un moment, on y devient presque indifférent, quoi. Puis on apprend à vivre avec. Alors, à la sortie de l'INSA, contrairement aux autres élèves, vous ne trouvez pas de boulot. Pourtant, ils nous avaient bien picousé, hein, les profs. Vous êtes l'élite, vous en faites pas. Dès que vous sortez, ils vous attendent tous sur le parking. Franchement, je suis resté longtemps, il n'y a personne qui est venu. Et là, un ami de promotion vous présente le responsable d'une société informatique qui travaille pour la SNCF, et vous allez bosser avec eux et vous allez mettre en place juste le pass Navigo. Je n'étais pas le seul, hein, il y avait toute une équipe, mais effectivement on était au début de ce qu'on appelle la billettique, c'est-à-dire le fait de pouvoir utiliser l'ensemble des transports avec une carte sans contact. Vous êtes un pionnier en fait. Alors dans la boîte suivante, vous développerez le porte-monnaie électronique Moneo. Ouais, pareil, ouais. Alors en 2000, vous créez votre boîte, et en 2009, vous avez l'idée incroyable d'offrir un compte en banque et une carte à tous les exclus du système bancaire. Parce que vous remarquez qu'il y a 5 millions de gens, en fait, qui sont inscrits à la Banque de France, qui ne peuvent pas avoir de compte en banque. J'avais envie de faire quelque chose qui était un peu aux antipodes de la banque, et je me dis comment les gens se comportent avec leur argent, de quoi on a besoin. Technologiquement, ça me paraissait très simple, et puis juste derrière, en fait, je me suis aperçu qu'il fallait monter une banque, quoi. Ouais. Donc j'ai été me chercher un banquier. Et c'est là que vous rencontrez Hugues Lebray, donc ex-directeur de la communication de la Société Générale, qui avait été ostracisé après la publication d'un livre sur Jérôme Kerviel, qui se retrouve au moment où vous le rencontrez à Pôle emploi, et tout de suite vous sympathisez, et il accepte la charte des no bankers. Ouais, s'est rencontré, il était banquier, je ne l'étais pas. Il est plutôt gendarme idéal, je ne le suis pas non plus. Il est plutôt Murat, je suis plutôt kebab. Donc ça a commencé un peu à compliquer. Et donc on se rencontre au Murat, pour le coup, quand même. Hein, donc j'ai fait un effort. Moi j'ai été vers... Mais après il est venu au kebab. donc on y va. Et finalement je me suis dit, bon, un banquier, ouais, je le sens moyen. Et puis en fait, il m'a touché parce qu'il a été, j'ai vu une vraie sensibilité, et puis j'ai vu que c'était surtout un banquier en carton, quoi, mais qui connaissait bien un peu l'écosystème et que j'en avais certainement besoin, et il a adoré le projet, et il s'est donné à fond là-dedans. Il s'est donné à fond, grâce à lui, vous accédez à l'Assemblée nationale, au ça Sénat. Ça ne nous a pas servi à grand-chose, mais c'est vrai qu'on y a été. À Mastercard, ça c'était beaucoup plus utile. Ouais. Effectivement, c'est des gens de réseau, parce que c'est un truc en France qui est très spécifique, c'est qu'il faut avoir des réseaux, il faut avoir des relations. Si vous n'avez pas de relations, c'est pareil même dans mon métier, hein, si vous n'avez pas de relations, finalement vous n'existez pas, quoi. Alors vous lancez le compte, ça marche comment? Vous avez un relevé d'identité bancaire qui va vous permettre de recevoir vos allocations familiales, vos revenus, vos salaires, hein, toutes vos rentrées d'argent. Vous avez une carte Mastercard qui vous permet de payer sur Internet à l'étranger, en France, partout dans les magasins, sans frais. Puis vous avez tous les systèmes Internet, SMS, qui vous permettent de gérer votre argent au quotidien. Alors il y a une seule règle de base, qui fait partie un peu de l'ADN de la société, c'est il n'y a pas de crédit, il n'y a pas de découvert. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dépenser l'argent qu'on n'a pas. Voilà, effectivement. Ouais. C'est un truc qu'il faudrait imposer aux banquiers, ça. Ça serait pas mal, ouais, surtout à l'époque où on parle de séparer les activités de dépôt et les activités de spéculation. Ça marche très bien en plus, non? Oui, ça marche très bien. Je sais pas, en un mois, vous avez 12 000 personnes. Ouais, non, ça cartonne. Hein. Ouais, ça cartonne. Ouais. C'est génial. Mais
Vous dites que malgré tout ça, votre image de petit beurre de banlieue vous colle à la peau. Vous êtes contrôlé en moyenne 1 fois par mois. Et vous dites, dans ces moments-là, le plus douloureux, c'est pas les mecs qui vous contrôlent, c'est les gens qui vous regardent. C'est le regard des autres. Parce qu'ils disent, s'ils le contrôlent, ce gars-là, il n'y a pas de fumée sans feu, c'est pas pour rien. Regarde bien. Disant, on a la tête de l'emploi, ça sert à rien d'aller faire du testing dans les boîtes de nuit et de savoir qui sont contrôlés plus. On est évidemment beaucoup plus contrôlés et beaucoup plus suspectés. Alors un jour, votre mère vous dit, on devrait rentrer chez nous. Et vous lui répondez, c'est où chez nous? Alors moi, je suis un peu trop français pour être algérien, je suis un peu trop algérien pour être français. Enfin voilà, c'est le bordel, quoi. Alors Riyad, votre histoire est racontée dans un livre qui s'appelle No Bank, écrit par votre banquier Hugues Lebray, et c'est publié aux Arènes. Merci de votre témoignage. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi, avec Camille Chamou, au Théâtre du Petit Saint-Martin, avec son spectacle Né sous Giscard. Merci Julien Drey pour la faute politique de Jean-Luc Mélenchon au Cherche Midi. Émeric Caron pour Incorrect chez Fayard. Évidemment, on n'est pas couché sur France 2 tout à l'heure. Matt Bastard. L'album s'appelle Little Armageddon. Et Skip the News est en tournée dans toute la France. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Rendez-vous ici la semaine prochaine. Salut les Terriens! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.